Kiev, 12 mars 2022. C'est le 17e jour de guerre en Ukraine. Au-dessus de la capitale, un drone amorce sa descente. Avec une envergure d'à peine plus d'1 mètre et ne semblant transporter aucune arme, il paraît presque anodin. Dans le chaos engendré par l'invasion russe, son crash passe quasiment inaperçu. Pourtant, il est loin d'être insignifiant, car s'il ne transporte pas de munitions, il en est une à part entière. C'est un Kub BLA, une munition rôdeuse qu'on appelle aussi un drone kamikaze et qui peut être dirigé par une intelligence artificielle. Il survole une zone donnée de façon autonome le temps de détecter la cible sur laquelle il s'écrase. Avec le Kub BLA, s'amorce un gigantesque bond en avant technologique qui changera à jamais le visage des conflits. Des opérations militaires rapides comme l'éclair, des attaques de drones autonomes, l'intelligence artificielle dans les airs, en mer et sur terre. Ce qui sonnait hier encore comme de la science-fiction pourrait bientôt devenir réalité. L'intelligence artificielle ne change pas que notre façon de conduire ou de générer des textes. Elle est aussi en train de révolutionner les systèmes d'armement. There is a line that should never be crossed. We must begin negotiations to prohibit autonomous weapon systems. Depuis des années, des experts tentent de nous avertir du risque de perdre le contrôle. Mais voilà, les nouveaux conflits rapportent beaucoup d'argent à l'industrie de l'armement. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Could AI create a situation where a drone can select the target itself? I think we shouldn't allow that. Or can it be done? Sure. Thanks. The question is how you harness it. He who harnesses the AI will win. It is extremely powerful, and it's going to have to be dealt with. Et ce n'est pas seulement en temps de guerre que nous aurons affaire à ces systèmes. Les pandémies, les troubles sociaux ou les démocraties vacillantes sont le terreau des technologies que seuls les pires scénarios apocalyptiques ont pu nous faire entrevoir jusque-là. L'intelligence artificielle semble avoir initié une nouvelle escalade dans la militarisation des services de police américains, alors qu'ils fonctionnent déjà comme des forces d'occupation extrêmement zélées. Les machines devront résoudre les conflits que les humains sont incapables de résoudre. Où cela nous mènera-t-il? La question fait l'objet de vifs débats. Nous sommes capables de créer des systèmes d'armement, comme nous sommes capables de créer des choses totalement différentes, pour faire face au changement climatique, par exemple. L'être humain s'attend à ce qu'un algorithme soit précis 99% du temps. Et son petit pourcent d'erreur, on ne le lui pardonne pas. Alors qu'on pardonne à un humain qu'il se trompe 40% du temps. Ce serait irresponsable de ne pas développer une technologie qui nous offre une plus grande précision et permet de limiter les pertes civiles. Je ne dis pas que c'est un acquis, mais dans certains cas, elle peut rendre la guerre plus humaine. C'était le grand espoir, que la guerre devienne pour ainsi dire plus propre. Le problème, c'est que les guerres resteront toujours sales. Elles feront toujours des morts. Il y a déjà bien plus d'intelligence artificielle dans le domaine militaire que le profane n'en a conscience. Quand ils entendent parler d'intelligence artificielle, la plupart des gens pensent à Terminator. Mais l'IA sert aussi, par exemple, à améliorer la logistique, pour la rendre plus efficace et accélérer les processus.
L'IA n'est pas employée seulement sur le front. Il ne s'agit pas toujours de systèmes d'armes, mais dans le domaine militaire, elle joue de fait un rôle toujours plus grand. Elle est de plus en plus utilisée et cette tendance va certainement s'amplifier. Ulrike Franke est chercheuse à l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales. Experte en sécurité au sein de ce think tank, elle tente depuis des années d'avertir que l'Europe est en train de prendre du retard sur la scène mondiale dans le domaine des nouvelles technologies. Le fait est que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie comme un char d'assaut ou un drone, mais une avancée technologique qui ouvre un éventail infini de possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que les Européens ont d'abord pensé aux répercussions que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'économie, le marché de l'emploi et la politique sociale. Alors que les États-Unis, par exemple, ont tout de suite entrevu une question de politique de sécurité. Les discussions entre experts tournent en premier lieu autour de ce qu'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes. Il s'agit de machines de guerre pouvant repérer et attaquer une cible sans intervention humaine. On les appelle aussi des robots tueurs. Pour l'instant, ils sont rarement tout à fait autonomes, mais la voie est toute tracée. Beaucoup de gouvernements européens sont encore réticents et préféreraient éviter d'utiliser les SALA dans le domaine militaire. Le problème, c'est que le reste du monde le fait. L'intelligence artificielle doit rendre les systèmes d'armes plus rapides, plus précis, plus efficaces, mais cela ne peut se faire qu'au prix d'un contrôle réduit. Les gouvernements ont conscience des risques qu'implique une telle concession, seulement personne ne veut être à la traîne. Sur la scène internationale, l'IA redistribue les cartes. La France en particulier préconise une architecture de sécurité pan-européenne. Pour l'heure, le pays fabrique la quasi-totalité des équipements nécessaires à son armée. Le groupe d'armement français Nexter produit toute une gamme de technologies militaires modernes. Et la branche Nexter Robotics se consacre à la fabrication de robots pour l'armée, les sapeurs-pompiers et les unités spéciales de la police. La France et l'armée française a clairement fait le choix d'exploiter la robotique pour différentes applications. Le transport logistique, la reconnaissance, bien entendu des robots armés. Cela inclut des robots espions, mais aussi des engins plus volumineux comme l'Opsio X-20, un robot tactique polyvalent armé. Concevoir un tel engin n'est pas une tâche simple, car diriger des robots terrestres pose de sérieux défis aux développeurs. La plupart des robots qui sont utilisés actuellement par les opérationnels, les militaires, la police ou le secours sont des robots télécommandés. Donc l'enjeu, c'est d'augmenter l'autonomie de ces robots, faire en sorte qu'ils puissent faire de plus en plus de tâches seuls. Et pour ça, on va faire appel, entre autres, à l'intelligence artificielle. La première chose qui peut arriver sur un théâtre d'opération est que le GPS soit brouillé. On considère ça comme un acquis, que le GPS ne va pas fonctionner et que donc le robot sur le terrain ne sera pas capable de se localiser à partir d'un système de navigation global. C'est pourquoi on travaille en ce sens à développer des fonctions qui vont lui permettre de se repérer dans un environnement même local. Les conflits modernes montrent en effet que les dispositifs de brouillage comptent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre les systèmes d'armes automatisés. Pour que les machines puissent acquérir plus d'autonomie, elles vont devoir davantage s'orienter en s'appuyant sur des données locales, réussir à détecter les bâtiments, les rues, à estimer les distances, comme le font les humains. L'idée, c'est bien d'avoir une répartition des rôles entre l'homme et le robot. Effectivement, un niveau de relation ou de supervision avec l'opérateur de plus en plus limité, avec une précision néanmoins, c'est que
Pour des applications militaires, on ne va pas forcément chercher l'autonomie complète. Les militaires veulent garder le contrôle de la mission. Malgré d'immenses progrès, les robots terrestres de grande dimension ont encore des fonctions limitées. Toute erreur pourrait être fatale. Cependant, même les plus méfiants se rendent à l'évidence. Les nouveaux conflits font apparaître de nouvelles réalités auxquelles les Européens sont mal préparés. Ce dont on a peur, c'est de la violence. Notre société a grandi après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le rejet de la violence. Quand on en arrive à une escalade, comme actuellement, où nous sommes quasiment en guerre, alors ces nouvelles armes ne sont peut-être plus de la science-fiction pour les soldats qui y ont été familiarisés. En revanche, ça reste quelque chose que la société connaît mal et qu'elle a du mal à accepter. Markus Reisner est colonel de l'armée fédérale autrichienne. Ses analyses précises de la guerre en Ukraine ont fait de lui un expert très demandé. Il a été envoyé dans de nombreuses régions en crise à travers le monde et s'est forgé une grande expérience en matière d'intelligence artificielle en travaillant entre autres pour EMT, une entreprise allemande de fabrication de drones. En 2018, il a publié un livre sur la robotisation de la guerre. Le point essentiel, c'est qu'avec les systèmes autonomes, on réduit le risque pour nos soldats. On réduit les pertes humaines. En effet, depuis des décennies, les forces militaires sont confrontées à un dilemme. D'un côté, il y a l'État qui veut démontrer sa force sans avoir à sacrifier ses soldats. De l'autre, il y a l'armée qui doit atteindre ses objectifs en procédant aussi prudemment que possible. C'est là que les systèmes robotisés s'avèrent intéressants, parce qu'ils semblent permettre d'atteindre les cibles sans devoir risquer de sacrifier des soldats. Dans de nombreuses démocraties occidentales, la volonté de prendre les armes n'a jamais été aussi faible. On serait finalement bien tenté de laisser des drones mener les guerres à notre place. Le premier exemple est un système américain, dont les Ukrainiens espèrent qu'il les avantagera considérablement dans la suite du conflit. C'est le système Switchblade. L'intelligence artificielle devrait bientôt servir à remplacer les soldats. Le concept de révolution dans les affaires militaires, ou RMA, n'est pas nouveau. Si on regarde un peu en arrière, on voit que les méthodes et stratégies de guerre ont régulièrement changé au gré de l'évolution des systèmes d'armes, avec l'avion par exemple, ou les armes atomiques. La vitesse des systèmes numériques accélère l'évolution. Les systèmes défensifs comme le Phalanx américain, le Iron Dome israélien ou le Mantis allemand réagissent aujourd'hui déjà automatiquement et toujours plus vite aux dangers imminents. L'opérateur humain ne conserve que le pouvoir de désactiver le système en cas de doute. Cela fait gagner un temps précieux. D'autant plus que les drones d'attaque aussi accomplissent d'ores et déjà une grande partie de leur mission de façon autonome. On essaie de programmer le drone de telle sorte qu'il soit en mesure de reconnaître les obstacles en vol. Il se déplace de façon autonome dans les airs et se signale à l'opérateur, qui le prend en charge et déclenche les armes. Immédiatement après, l'opérateur rend son autonomie au drone, qui rentre de lui-même à la base, tandis qu'on lance le suivant. Mais on voit bien que c'est un processus insidieux par lequel l'être humain est de plus en plus relégué au second plan. Séduits par la promesse de systèmes d'armement plus efficaces, de plus en plus d'États aspirent à l'automatisation de leur armée. Pour les puissances mondiales, il s'agit de conserver leur leadership. En matière de développement de l'intelligence artificielle, ce sont encore les États-Unis qui mènent le jeu. AI is going to change the way we teach, learn, and help solve challenges like disease and climate change. We'll see more technological change in the next 10 years
than we've seen in the last 50 years. Jane Pinellis a dirigé pendant de nombreuses années le service de test de l'intelligence artificielle au sein du ministère américain de la Défense. Aujourd'hui, elle travaille au laboratoire universitaire de physique appliquée Johns Hopkins, un institut de recherche proche du Pentagone. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut avant tout se mettre d'accord sur la définition qu'on en donne. On peut dire qu'un système qui n'utilise l'intelligence artificielle que pour certains aspects de son fonctionnement est simplement un système autonome. Pour moi, cela relève déjà de l'IA, et on y a recours dans l'armée depuis plus de 70 ans. Quand on donne une destination à une torpille, elle se débrouille pour l'atteindre. Aujourd'hui, on sait programmer des machines pour qu'elles identifient des schémas et des données. Les machines peuvent ainsi identifier les camions ou d'autres types de véhicules dans divers contextes, divers scénarios. On entre dans une ère où les machines, devant plusieurs actions possibles, sont capables de choisir la conduite appropriée. C'est le cas du drone israélien Harpy. On lui désigne une direction, couvre cette zone, et dans cette zone, il peut, sans aucune intervention humaine, localiser les radars ennemis et les détruire. La technologie kamikaze est similaire à celle déployée en Ukraine. Pourra-t-elle un jour être combinée à un logiciel de reconnaissance faciale? C'est une question qui se pose depuis des années. Ce que nous recherchons maintenant, ce sont des perceptions autonomes, des machines capables de raisonner. Si un humain est localisé près d'un bâtiment et que subitement cet humain disparaît, on aimerait que la machine puisse nous informer qu'il est entré dans ce bâtiment et qu'il y a désormais une personne de plus à l'intérieur. À terme, on aimerait que les machines soient capables d'apprendre sans notre supervision, peut-être même de déterminer ce qu'elles devraient apprendre, de naviguer en toute autonomie. Dans un futur proche, les machines deviendront des membres à part entière des unités de combat et collaboreront entre elles. La recherche s'oriente en particulier sur les essaims de drones. En travaillant de concert, ces ensembles coordonnés de drones pourraient considérablement augmenter la force de frappe d'une armée. D'énormes progrès ont déjà été réalisés dans ce domaine. Mais ce qu'il est nettement plus difficile d'inculquer aux machines, ce sont les notions d'éthique. C'est là que de nombreux scientifiques voient le plus grand danger. Les systèmes d'armes létales autonomes peuvent servir à porter physiquement atteinte aux êtres humains d'une façon indigne et à très grande échelle. Si on est à la recherche d'un avenir plus confortable, un avenir où les technologies occuperaient une place de choix, je pense qu'on devrait insister sur le potentiel des technologies à faire le bien. Or, les systèmes d'armes létales autonomes peuvent par essence porter atteinte à la dignité humaine, et ce, au-delà de tout ce qu'on imagine. Ah-Jung Moon est roboticienne à l'université McGill de Montréal. Elle y mène des recherches sur l'interaction entre l'humain et la machine et dirige le laboratoire RAISE, un groupe interdisciplinaire qui se penche sur les questions d'éthique dans le domaine de la robotique. Quand on considère l'acte de tuer une personne, de lui ôter la vie, certains vous diront que la manière de mourir importe peu, puisque le résultat est le même. Mais on peut ne pas être d'accord et affirmer qu'il y a des façons dignes et indignes de mourir. La place qu'on accorde à un système d'armement mécanique est cruciale pour nous, tant sur le plan psychologique que vis-à-vis de l'opinion publique. Comme les questions d'éthique demeurent souvent à l'arrière-plan,
Ah Jung-moon réclame depuis des années des réglementations plus strictes en matière d'armes autonomes. Une course contre la montre. Je pense que les armes létales autonomes représentent une menace bien réelle. Elles sont déjà impliquées dans les conflits actuels. Et cela ne va faire qu'empirer, au-delà même de ce qu'on est en mesure d'imaginer aujourd'hui. C'est aussi pourquoi je pense qu'il faut mettre en place une réglementation et un leadership. Il faut initier un mouvement mondial et se mettre tous d'accord sur le fait que ce n'est pas un avenir envisageable. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas une arme, parce que ça ne tue pas. Mais je ne sais pas. Peut-être que la distinction est d'ordre philosophique plus qu'autre chose, parce que l'arme n'est pas la balle que tu reçois, mais l'instrument qui dit à la balle où aller. Il y a une zone grise, mais c'est une zone grise qui fluctue en fonction des valeurs de la société qui utilise ces instruments. Alberto Pelliccione est le cofondateur de Reacta, une entreprise de cybersécurité qui a été rachetée par IBM. Reacta utilise l'intelligence artificielle pour stopper les cyberattaques. Nous travaillons aussi bien avec des institutions qu'avec des entreprises, dans le secteur financier et dans le secteur public. Peu importe le type de client, ce qui nous intéresse, ce sont ses attentes. L'intelligence artificielle nous aide à construire le profil de l'infrastructure informatique, à comprendre comment elle fonctionne et à identifier en premier lieu tout ce qui est normal et ensuite ce qui ne l'est pas. Donc il s'agit d'identifier les attaques sans avoir besoin d'en connaître la nature au préalable. Alberto Pelliccione est convaincu que l'IA peut rendre le monde plus sûr. Mais il en connaît aussi les dangers. Il a travaillé pour l'un des fabricants de logiciels de piratage les plus connus d'Europe. Hacking Team était une agence qui développait des vecteurs d'infection, autrement dit des logiciels espions. Ils pouvaient être installés sur des ordinateurs, des téléphones ou des serveurs pour collecter des informations. C'était un outil d'espionnage. Ça pouvait être des fichiers reçus, des messages, des emails, des clichés pris par l'appareil photo intégré, la position GPS, tout ce que peut générer un appareil. Les clients étaient principalement des forces de l'ordre et des agences de renseignement. Et notre produit était utilisé pour des opérations de sécurité nationale, de contre-terrorisme, de contrôle du trafic d'êtres humains ou du trafic de drogue. Pendant les 3 premières années, j'avais la sensation, et pas seulement moi, je crois que je peux parler au nom de toute l'équipe, que nous faisions quelque chose de bien. Qu'on faisait partie d'une structure qui contribuait à rendre la société meilleure, ou tout au moins plus sûre. Mais ensuite, ça a changé. Parce que le marché a changé. Les gouvernements européens, qui s'en remettaient dans un premier temps au savoir-faire de l'industrie privée, ont commencé les uns après les autres à développer leurs propres logiciels espions en interne. Le marché s'est déplacé. La clientèle de Hacking Team venait de plus en plus des pays qui, à l'époque, étaient encore très en retard dans le développement de ces technologies.
Des pays qui avaient des valeurs morales et éthiques extrêmement différentes des nôtres. Et c'est là que tout a basculé. En tout cas pour moi. De plus en plus d'articles dénoncent le lien entre les logiciels Hacking Team et des opérations menées à l'encontre d'activistes et de journalistes. Au début, mon travail renvoyait une image positive. Puis cette image a commencé à se ternir. Avec ce qui sortait dans les médias, mais aussi ce qu'on savait, nous, en interne, il apparaissait que dans 9 cas sur 10, notre produit était utilisé à mauvais escient. Je ne me sentais plus bien dans ma peau. L'un après l'autre, on a quitté l'entreprise. Comme il y a 10 ans avec le marché des cyberarmes, une vague de changements déferle avec le marché de la robotique, accélérée par une nouvelle situation sécuritaire. Aux États-Unis, on s'est rendu compte que ni l'armée ni le corps des Marines n'avaient jugé utile ces dernières décennies de s'intéresser à ce qui se passait dans le ciel. Quand ils entraient en action, il était clair que le ciel appartenait aux Américains. Mais cette époque est révolue. Même quand on a la suprématie aérienne à la plus haute altitude, il se peut que des drones ennemis bourdonnent encore à la cime des arbres, ce qui peut être dangereux. Et ce problème, on l'a également en Allemagne. Tous les États de l'OTAN l'ont. Et ils ressentent désormais l'urgence d'y remédier. Le 27 février 2022, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un tournant décisif. Mais il n'a pas expliqué comment ce tournant devait s'effectuer. On sait juste qu'on va dorénavant devoir faire beaucoup de choses autrement, car on ne peut pas continuer comme ça. Concrètement, cette histoire de tournant a entraîné la constitution d'un fonds spécial de plus de 100 milliards de dollars. Mais il faut imaginer les forces armées allemandes et le ministre fédéral de la Défense comme un gigantesque tanker que le ministre de la Défense, Boris Pistorius, voudrait faire changer de cap. Il appuie de toutes ses forces sur le gouvernail pour le faire tourner de quelques degrés. Reste à savoir combien de temps il faudra à ce tanker pour s'engager véritablement dans cette nouvelle direction. Nous savons et nous pouvons le dire avec certitude qu'injecter 100 milliards d'euros dans ce fonds spécial pour l'armée allemande ne garantit pas que ce tournant sera pris. L'Allemagne se voit reprocher sa lenteur à changer de mentalité. Longtemps, elle ne s'est pas perçue comme une grande puissance militaire, contrairement à d'autres. De nombreuses sociétés d'armement ont leur bureau à portée de vue du Pentagone. Parmi elles, Shield AI. À quoi ressemblera un militaire en 2030 ? On imagine que l'IA sera aux commandes d'absolument tout. Les avions, les destroyers, les croiseurs, les porte-avions et les sous-marins seront probablement tous pilotés par une intelligence artificielle. Créée en 2015 avec un capital de 100 000 $, Shield AI est une start-up américaine spécialisée dans l'armement. Brandon Seng est l'un de ses fondateurs. Shield AI est en train de mettre au point le meilleur système de pilotage par IA du monde. Qu'est-ce qu'un pilotage par intelligence artificielle ? C'est une navigation où l'intelligence artificielle est seule aux commandes de l'aéronef. C'est plus ou moins la même technologie que la conduite automobile autonome appliquée au domaine de l'aviation. L'IA exécute une mission de façon complètement autonome. On lui donne une tâche de haut niveau et elle trouve le moyen de l'exécuter.
Le premier produit qu'on a développé en est un parfait exemple. Un quadcopter équipé d'une intelligence artificielle de pilotage appelée HiveMind. Quand le drone pénètre dans un bâtiment où les signaux GPS et radio ne passent pas, on perd plus ou moins rapidement la communication avec lui, selon la taille du bâtiment. HiveMind le fait passer par les portes et fenêtres. Dès que la communication est rétablie, il transmet ce qu'il a vu aux hommes qui attendent d'entrer dans le bâtiment. Pour faire ça, l'IA fusionne et traite les données relevées par le très grand nombre de capteurs et détermine lui-même la marche à suivre. Ancien Navy SEAL, Tseng a fait tailler son produit sur mesure pour l'armée. On a réfléchi aux différentes missions qu'une intelligence artificielle de pilotage pourrait accomplir et on a mis au point le quadcopter pour la reconnaissance dans les bâtiments. On en a beaucoup parlé avec des marines qui avaient servi à Fallujah en Irak au début des années 2000. S'ils avaient eu cette technologie, cela aurait pu changer la donne. L'armée mesure aujourd'hui les avantages que peut leur offrir une intelligence artificielle de pilotage. Un an après son introduction sur le marché, Shield AI a signé son premier contrat avec le Pentagone, rapidement suivi de projets pour l'armée de l'air américaine et d'une expansion aux Émirats arabes unis. À présent, l'entreprise projette d'intégrer ces intelligences artificielles de pilotage dans des avions de chasse. Grâce à l'IA, la navigation peut se faire sans GPS ou radio, et ce dans des conditions qu'aucun humain ne peut supporter. Les pilotes de chasse ne peuvent encaisser qu'un certain nombre de jets, alors qu'un appareil autonome n'est pas soumis aux limites du corps humain. La valeur de l'entreprise est aujourd'hui estimée à 2,3 milliards de dollars, et la tendance est à la hausse. Tandis qu'aux États-Unis, d'innombrables programmes d'IA existent déjà, l'Europe, et en particulier l'Allemagne, s'était jusque-là montrée réticente. Pourtant, les Allemands conçoivent déjà des produits très demandés dans des technologies similaires. À Ulm, on travaille aux yeux et aux oreilles de futurs systèmes d'armement. Ici, le tournant est bel et bien amorcé, aussi bien d'un point de vue technologique que financier. Hensoldt développe des technologies visant à détecter des signaux dans le spectre électromagnétique. Des signaux lumineux, donc des images, des signaux émis par des radars, des signaux de communication. Les capteurs Hensoldt sont présents dans de nombreux systèmes d'armement, des chars d'assaut aux hélicoptères, en passant par les avions et les installations de protection des frontières. L'entreprise construit également d'imposants radars pour les navires de combat. Les plus connus des systèmes d'armement qui intègrent la technologie Hensoldt sont l'avion de chasse Eurofighter et l'Iris-T SLM, un missile anti-aérien utilisé notamment en Ukraine. Depuis le début de la guerre, le cours des actions Hensoldt a grimpé en flèche et bat maintenant tous les records. Un succès consolidé avec des technologies toujours plus modernes. L'intelligence artificielle joue un rôle très important pour nous. Notre commerce consiste à capter des signaux et à traiter des données. Et pour traiter des données, on a toujours, depuis des décennies, utilisé des algorithmes. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes encore plus rapides et plus intelligents. La capacité de l'IA à traiter plus vite les données, et donc aussi à mieux analyser des signaux inconnus, est essentielle pour l'avenir du groupe d'électronique militaire et de défense. En effet, avec d'autres entreprises comme Airbus et Dassault, Hensoldt travaille déjà à l'avion de chasse de demain.
Le FCAS, Future Combat Air System, est le système de combat aérien du futur. On parle là d'un avion de chasse de la 6e génération. Et pas seulement d'un avion, mais aussi d'un système de systèmes. Les avions de chasse du futur seront de plus en plus reliés à un réseau d'autres systèmes. Nous pouvons aussi obtenir des informations à partir d'autres sources. Nous avons aujourd'hui des millions de capteurs. Chaque personne qui a un smartphone dans la main, prend une photo et la poste sur Instagram, nous fournit des informations. Et avec nos systèmes, nous pouvons extraire de toutes ces informations disponibles ce qui nous est utile et le mettre à la disposition de nos clients. La quantité de données ainsi collectées est exorbitante. Aussi, les systèmes d'armement interconnectés comme le FCAS sont-ils impensables sans intelligence artificielle? Pour l'avenir de l'armement, l'IA est donc incontournable. Mais est-elle fiable? Quand on part du principe que les robots suivent infailliblement les instructions, on part aussi du principe que le monde réel est aussi clair et limpide que les environnements de simulation. Dans la réalité, quand il neige à Montréal, par exemple, il est préférable de ne pas monter dans une voiture à conduite autonome. Imaginez un peu ce qui se passe sur un champ de bataille. C'est le chaos. La technologie, aussi perfectionnée soit-elle, ne le sera jamais assez pour contextualiser tout ce qui se passe et l'interpréter de façon à être en mesure de prendre les bonnes décisions. Toute petite déjà, je m'intéressais à la technologie. C'est pour ça que je me suis lancée dans la robotique. Mon père travaillait pour Samsung. Il rapportait toujours de nouvelles technologies très cool à la maison, comme des ordinateurs portables. Ils n'étaient pas encore très répandus à l'époque. J'ai grandi en me disant que Bill Gates était la personne la plus cool de la Terre, parce qu'il vivait entouré de super technologies, qu'il avait beaucoup d'argent et que ses inventions changeaient le monde. Je voulais devenir ingénieur et concevoir des robots, être la PDG d'une grande société de robotique qui équiperait tous les foyers en robots. J'ai grandi en Corée du Sud. La Corée est divisée en deux parties, le Nord et le Sud, qui sont dirigés par des régimes politiques très différents. Il existe une zone tampon entre les deux pays, une zone démilitarisée, étroitement surveillée des deux côtés. Vers la fin des années 70, la branche TechWin de Samsung a développé un dispositif de surveillance qui était braqué sur la zone démilitarisée 24 heures sur 24 pour repérer les Nord-Coréens qui essayaient de passer au Sud. En première année d'université, j'ai appris à assembler ce type de dispositif. Et je me suis rendu compte que je pouvais développer des robots équipés de caméras et même d'armes à feu, sur le même principe que ces dispositifs de surveillance. Et je ne voyais pas en quoi c'était mal. Le premier semestre de mes cours d'ingénierie mécatronique consistait à assembler des robots Lego et à apprendre ce qu'est un robot. On gère principalement des capteurs et des actionneurs. J'ai constaté que je pouvais construire des choses très bizarres sans que personne ne me fasse de réflexion. Je pouvais très bien connecter un capteur et demander d'actionner une arme à feu ou de poignarder quelqu'un.
Aucun règlement ne m'en empêchait. Et je trouvais ça vraiment étrange. L'intuition me disait que tuer une personne ou automatiser cette décision, même avec ce produit très particulier de TechWin, c'était probablement mal. Mais je ne me l'expliquais pas clairement. Je ne comprenais pas pourquoi en cours, alors qu'on assemblait ces robots, on ne nous enseignait pas ce qu'on pouvait ou non fabriquer. Ses scrupules et préoccupations, Ah Jung-moon tient à les faire connaître. Une fois ses études terminées, au lieu d'aller travailler pour l'industrie, elle décide de se consacrer à la lutte pour la réglementation des armes autonomes. Elle met son expertise au service du gouvernement canadien et accompagne avec plusieurs ONG le processus de régulation mis en œuvre par les Nations Unies. The United Nations stands ready to support the efforts of member states in elaborating new measures to ensure that humans remain in control of the use of force. Bien que le monde scientifique et la société civile tirent la sonnette d'alarme, certains gouvernements refusent encore de se rendre à l'évidence. Ce sont principalement les petits États qui se rangent à l'avis des chercheurs et plaident pour une réglementation sur les robots tueurs. Tandis qu'à la tête de pays comme la Chine, l'Inde, la Russie ou les États-Unis, d'autres intérêts priment. Les puissances mondiales semblent se lancer dans une nouvelle course aux armements. Today, the PRC is the pacing challenge for the Department of Defense. Only through the integration of AI and related technologies will we gain both an information advantage and operational advantage on rapidly accelerating future battlefields. By 2025, they will be better than us, and by 2030, they will dominate the industries of AI. China, from what I understand, has some approaches that America is not necessarily willing to implement, right? Le concept de robots tueurs génère des craintes, mais elles ne sont pas encore d'actualité. Je pense qu'il n'y a probablement pas lieu de nous en inquiéter pour l'instant. Ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est la vitesse des avancées technologiques de nos adversaires, d'autant qu'elles se font peut-être aux dépens de toute considération éthique. Ne pas développer une telle technologie, c'est prendre un énorme risque, celui de voir nos adversaires nous dépasser et mettre au point des outils qui leur permettraient de prendre très rapidement des décisions fondées sur un grand nombre de données. C'est donc, à mes yeux, un danger bien plus menaçant que de mettre en service une technologie qui n'est pas encore complètement aboutie. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne soit pas prêt à temps. Je ne pense pas qu'on doive être nécessairement les plus rapides, mais il faut qu'on le soit suffisamment. On doit faire mieux surtout. Les gens ont tellement peur de faire des erreurs qu'il nous faut parfois un temps infini pour mener à bien nos projets. On a l'habitude de pouvoir procéder à des tests dans des conditions et des situations très variées pour des chars, des casques ou des fusils. Mais ce n'est pas encore le cas pour l'IA. Quand une technologie comporte plus de risques, nous devons apprendre à les accepter. Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir tirer parti de cette technologie au potentiel transformateur extraordinaire, à cause de processus de contrôle trop lourds. Bien sûr, des garde-fous ont été mis en place, et pour de bonnes raisons, mais il est peut-être temps de les changer. Ukraine, 17 mars 2023. C'est le 387e jour du conflit. Ces explosions sont provoquées par des drones kamikazes russes de fabrication iranienne. Depuis des mois, les Russes tentent de faire plier la population et détruire les infrastructures de l'autre côté du front. Plus à l'est, des tranchées entaillent le paysage, sinistre écho de la Première Guerre mondiale. Face à la superpuissance russe, les Ukrainiens défendent leur pays par tous les moyens. Drones et robots disponibles dans le commerce deviennent des engins de guerre.
Si on vous attaque, vous allez chercher à protéger votre pays, votre famille, votre communauté. Qui ne chercherait pas à avoir l'avantage des armes? Mais en fin de compte, on oublie que cette technologie peut aussi équilibrer les pouvoirs. Alors que la fabrication d'une arme nucléaire nécessite des substances physiques spécifiques qu'on peut tracer, l'une des particularités des systèmes d'armes létales autonomes est de reposer sur des logiciels qui peuvent être téléchargés. Il suffit d'une connexion Internet ou d'un quelconque moyen de partage pour déployer n'importe où dans le monde un système d'armement autonome. Comment voulez-vous que des experts contrôlent ça? La puissance des logiciels et leur potentiel de transfert ou de modification changent complètement la donne. Ce ne seront plus nécessairement les États qui déclencheront la guerre. Et ça pose un vrai problème. N'importe quel groupe terroriste peut mettre la main sur du matériel informatique spécifique équipé de logiciels. Et il serait alors en mesure de faire beaucoup de mal. Voyez les voitures autonomes. N'importe qui peut en pirater le système et s'en servir pour transporter des bombes ou des armes dans une ville très peuplée. Qui pourrait l'en empêcher? La nouvelle révolution de l'armement porte en elle de nombreux nouveaux dangers. Les logiciels intelligents rendent la technologie plus accessible, mais aussi plus vulnérable. Et si un jour, ce n'était plus seulement nos machines qui se faisaient pirater, mais aussi notre cerveau? Notre vie a peu à peu basculé dans le numérique au cours des 15 dernières années. Notre smartphone en sait plus long sur nous que n'importe quelle personne de notre entourage. Et ça pose un gros problème. Nous vivons dans un monde qui n'est peut-être pas guidé par l'IA, mais où déjà elle exerce une influence énorme sur nous. Elle nous suggère ce qu'on regarde en streaming, ce qu'on achète en ligne. Elle est omniprésente et invisible pour tous ceux qui ne travaillent pas dans ce secteur. Après avoir quitté Hacking Team, Alberto Pelliccione a décidé de ne plus développer de logiciels que pour des objectifs de défense. Mais si, il y a 10 ans, le vol de données et la surveillance suscitaient les plus vives controverses, avec l'IA, on passe encore à un autre niveau. On entre dans une guerre cognitive où ce sont nos cerveaux qui se font pirater. Le concept n'est pas nouveau. Propagande, publicité ou guerre psychologique, il s'agit toujours d'exercer une influence mentale, en temps de guerre comme en temps de paix. Ce qui est nouveau, c'est l'efficacité des algorithmes modernes et la façon dont ils modifient notre perception. Peu importe à la machine si nous sommes des clients ou des ennemis. Brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story. Ciblage, hypertrucage, deepfake, de la désinformation générée par l'IA. L'être humain devient un ensemble de données dont se nourrit un algorithme insatiable. In the 21st century, warfare is about winning the information, the decision space, either before or during a conflict. This is the deciding factor. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous partie prenante de cette guerre. À travers ce qu'on consomme, on se forge une opinion. Et à travers cette opinion, on influence la direction que prennent les choses. Plus l'algorithme en sait long sur nous, mieux il peut nous influencer. Ce n'est pas un hasard si les États très peuplés où l'on protège assez peu les données font partie du peloton de tête dans la course au développement de l'IA.
La Chine est probablement l'un des pays qui consacre le plus de ressources à l'étude de l'intelligence artificielle, avec des résultats extraordinaires. Si on veut créer des algorithmes à partir de ce que font les gens, la population chinoise qui dépasse le milliard d'habitants représente un formidable réservoir de données. Avec ça, les développeurs peuvent concevoir des algorithmes extrêmement complexes. Des modèles complexes du comportement humain ouvrent la voie à de nouvelles façons de faire la guerre. Aujourd'hui déjà, l'armée chinoise envisage d'employer l'IA pour annexer Taïwan sans violence. Lawmakers from Taiwan's ruling party accuse China of conducting so-called cognitive warfare through its social media to influence young people here. These regimes actively conduct influence operations to erode our confidence in democratic institutions and freedom. La Russie aussi connaît l'efficacité de l'arme psychologique. Elle insinue le doute en Europe dans le but d'ébranler l'opinion occidentale vis-à-vis de l'Ukraine et de nous dissuader de lui livrer des armes. Le monde occidental réplique en menant ses propres campagnes de sensibilisation. Mais dans les pays du Sud, il se heurte à un scepticisme historique. Nous, les membres de la communauté de valeurs occidentales démocratiques, nous avons tendance à considérer nos guerres comme propres. Mais ceux qui sont touchés ne voient pas forcément les choses de la même façon. Et le résultat, on l'observe encore et encore. J'ai participé à diverses opérations, dont 2 dans les Balkans, puis en Afghanistan, au Mali, au Tchad, en Centrafrique, brièvement en Irak. Et je dirais que peu importe notre rôle, ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on communique, et la perception et l'estime mutuelle. En Afghanistan, par exemple, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que la clé, on devait la chercher dans la situation matérielle et morale de la population locale, si on voulait pouvoir un jour être en mesure de pacifier ce pays d'une manière ou d'une autre. À l'époque, j'étais dans les psyops. Le but de ces opérations psychologiques, c'est d'essayer de comprendre comment l'autre pense et quels sont les leviers possibles pour le convaincre que notre présence est positive. Le problème auquel on était régulièrement confronté, c'est que le mouvement de résistance, ou dans ce cas précis les talibans, passait son temps à nous mettre des bâtons dans les roues. Quand un État a envoyé des militaires conduire une attaque, sachant qu'il n'est pas prêt à accepter des victimes dans ses rangs, les soldats sont obligés de prendre leur distance avec la population. Convois blindés, camps aux allures de forteresses et drones, deviennent les moyens de communication de l'Alliance internationale. En lieu et place de visages humains, de plus en plus de machines entrent en scène pour véhiculer les valeurs occidentales. Herfried Münkler a utilisé une expression très pertinente. Il parle de société post-héroïque. Il dit que la société n'est plus prête comme avant à envoyer des combattants se battre héroïquement. Et les drones sont évidemment mal vus par la population, qui se sent impuissante. Si bien que la haine augmente encore à l'égard de l'occupant, qui est tout le temps là sans qu'on puisse s'opposer à lui. Résultat, un fossé se creuse entre la population et l'occupant, toujours plus profond.
Ça laisse bien sûr perplexe quand on voit que la communauté des valeurs occidentales a certes été très vite en mesure de prendre le dessus dans ce conflit, militairement parlant, mais qu'elle n'a jamais réussi à conquérir comme promis les cœurs et les esprits. 20 ans plus tard, le conflit a pris fin. On s'est retiré et aujourd'hui les talibans sont au pouvoir. Donc l'Afghanistan se retrouve dans la même situation qu'en 2001, sauf que des milliers de gens sont morts entre-temps. Qu'est-ce que tout ça nous a apporté ? Les interventions militaires semblent prouver que les systèmes autonomes ne sont pas adaptés pour résoudre des conflits durablement. Malgré tout, on continue à s'accrocher à la fameuse politique de sécurité. « 23 février 2021, dans le Bronx. Il s'agit de mettre fin à une prise d'otage, mais impossible de savoir quelle est la situation à l'intérieur du bâtiment. L'équipe d'intervention décide de recourir à du matériel expérimental. Une décision qui va faire beaucoup de bruit. Le partenariat conclu entre Boston Dynamics et la police de New York montre parfaitement l'importance de la dynamique des pouvoirs. À ce moment-là, le débat ne portait pas sur les robots, mais sur les relations entre les services de police et les habitants de New York. Déployer des robots dans ce contexte précis voulait dire que le contexte était significatif. Si un robot chien était déployé dans un quartier cossu pour assurer la sécurité, la police croulerait immédiatement sous les plaintes. Les autorités ont donc choisi un quartier dont les habitants ont peu d'influence dans la société, en disant que cela servirait à faire baisser le taux de criminalité et de meurtre. C'est une façon de fermer les yeux sur toutes les autres causes sous-jacentes de cette criminalité. L'absence de chiens robots n'en fait pas partie. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'utilisation d'une nouvelle technologie pour opprimer les gens. Si on veut vraiment mettre nos robots au service du bien et en faire quelque chose de foncièrement positif, ce n'était peut-être pas le meilleur moment et le meilleur endroit pour le faire. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est bon d'en débattre. Il faut que les services de police se posent la question de la pertinence de déployer un robot dans tel ou tel contexte. Une vague d'indignation met fin à la collaboration de la police new-yorkaise avec Boston Dynamics. Pour un temps. Mais d'autres services de police emploient déjà cette technologie, y compris en Allemagne. L'Innovation Lab est chargé d'évaluer les nouvelles technologies. Qu'apportent-elles à la police? Doit-on les utiliser? Ne risque-t-elle pas de modifier la criminalité? L'importance de l'intelligence artificielle ne cesse d'augmenter au sein de la police de Rhénanie du Nord-Westphalie, surtout en matière d'analyse de données. Mais on y teste aussi le robot Spot de Boston Dynamics, le modèle qui est entré en action dans le Bronx. Concrètement, Spot peut être utile pour les interventions dans des lieux sinistrés où les dégâts sont importants et où on doit attendre longtemps avant d'entrer, à cause du danger que ça représente. Par exemple, des choses fondues qui pendent du plafond, des parties du bâtiment qui s'écroulent, bref, des situations dangereuses. Là, Spot peut vraiment aider. Il est très agile, il peut aller là où le risque est trop grand pour les policiers. On pourrait aussi l'utiliser pour libérer des otages et désamorcer des bombes. Si ce n'est pas encore le cas en Allemagne, ça l'est aux États-Unis.
Nous sommes en contact avec nos homologues américains qui utilisent Spot depuis un certain temps déjà, dans bon nombre de services de police. Et ils ont constaté une chose, à savoir qu'assez souvent, les malfaiteurs, quand on les contacte à travers Spot, arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent donc parler à la police à travers Spot, et dans 50% des cas, ils renoncent à commettre leur crime, bien que Spot ne soit pas un moyen coercitif dans ce cas, mais un moyen de communication. In Dallas, a potential first in the United States, the delivery of an explosive device by a robot. Aux États-Unis, la police a utilisé dans certaines affaires des robots armés. En 2016, un sniper est tué par l'explosion d'un robot piégé. Depuis, la question de la légitimité du recours à des robots armés dans la police est vivement discutée. Il faut comprendre que Spot est utilisé dans des contextes très différents aux États-Unis et ici, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Quant à savoir si on peut équiper un robot d'armes non meurtrières ou moins meurtrières, la décision doit bien sûr venir à la fois du monde politique et de la société. Mais ça n'a jamais été notre objectif premier. Les robots qui marchent ont le potentiel d'aider considérablement la police à l'avenir. Mais la façon dont ils sont utilisés dépend aussi de la façon dont la police conçoit son propre travail. They were peacefully protesting! They were peacefully protesting! And they made them and trapped them like animals! Je me souviens des enfants, des familles qui sortaient de leur appartement en courant pour échapper au gaz lacrymogène. Je les ai vus lancer du gaz lacrymo sur une vieille dame. J'étais à la tente médicale en train d'essayer de protéger les gens. La 52e rue, qui ne se trouve pas très loin d'ici, a été le champ de bataille d'une grande partie des émeutes des quartiers Est de Philadelphie. Je m'appelle Akin et vous écoutez C'est la Révolution. Bienvenue pour une nouvelle semaine de fun. Akin Ola est activiste, podcasteur et rédacteur indépendant. Pour lui, entre la police et la communauté noire américaine, le courant ne passe plus. Aux États-Unis, racisme et maintien de l'ordre sont indissociables, comme on a pu le voir lors des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd. Les policiers frappaient les gens devant les caméras. Ils ont aspergé tout mon quartier de gaz lacrymogène. La police s'est révélée telle qu'elle est, et telle qu'elle a toujours été en tant qu'institution. Tous les jours, elle harcèle, frappe et tire sur les Noirs de façon disproportionnée. Akin Ola se montre très critique vis-à-vis de l'emploi de robots et de l'IA par le système policier américain. C'est difficile de se prononcer sur l'avenir, mais dans l'état actuel des choses, pour créer une intelligence artificielle, il faut encore entrer des données. Mais si ces données sont biaisées, le comportement de l'IA le sera aussi. Il y a peut-être eu une époque où les forces de l'ordre étaient justes envers tout le monde, où la possibilité d'un État américain autoritaire semblait inimaginable. Mais ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. À l'heure actuelle, alors que la police nous a montré à maintes reprises qu'elle était violente et du mauvais côté de l'histoire, qu'elle agit comme si elle n'avait de compte à rendre à personne, est-ce souhaitable de lui fournir encore plus d'armes qu'elle n'en a déjà, en plus de chars et de fusils d'assaut? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'avenir de l'humanité. La police américaine est connue pour se procurer volontiers à la fois du matériel et du personnel dans l'armée. Cela influence sa manière de résoudre les conflits. Et l'armée entretient des liens étroits avec l'industrie de la robotique,
particulièrement à Philadelphie. Ghost Robotics est l'un des fabricants les plus connus de robots quadrupèdes. Si en 2020, Boston Dynamics faisait le buzz avec sa vidéo de robot dansant, en 2021, Ghost Robotics dévoile un robot chien portant un fusil de précision sur le dos. Les robots quadrupèdes peuvent dérouter les gens. Ils leur rappellent leur chien, sans en être vraiment. Les mouvements ne sont pas les mêmes, et cela peut créer un sentiment de malaise. Mais c'est juste une étape de développement. On va rendre leurs mouvements plus fluides. À terme, ils ressembleront plus à des chiens. J'ai toujours cherché à comprendre comment les animaux bougent. Et je veux utiliser mes connaissances pour fabriquer des outils au service des humains. Ce qui a commencé avec un projet universitaire a pris de l'ampleur avec la commercialisation de la plateforme. Quand on a créé la société, on n'avait pas forcément envie d'explorer ces domaines. Mais ça nous a permis de rendre le robot utile dans un plus grand nombre de cas. Il fallait rendre le robot plus robuste et plus résistant aux intempéries. Il était également essentiel que sa batterie dispose d'une très longue autonomie. Une approche qui a vite attiré une nouvelle clientèle. Comme souvent dans l'industrie de la robotique, c'est principalement l'armée qui a investi dans les premiers prototypes. Ils avaient les moyens d'en financer le développement. L'armée de l'air s'en servait principalement pour patrouiller dans certaines zones de leur base. Aucun de nous n'avait pensé à un tel usage. Il faut dire que les bases s'étendent sur des centaines d'hectares, avec des rochers, des buissons, des arbres. Et croyez-le ou non, des civils s'y aventurent. Les mêmes chiens robots sont testés aux frontières avec une fonction similaire. Là aussi, ils patrouillent. Et on s'intéresse aussi à cette technologie dans d'autres institutions. Les robots intéressent de nombreuses agences gouvernementales, comme les Marines, l'armée, les fameuses agences à 3 lettres. Notre produit est catégorisé EAR 99, ce qui veut dire qu'on a le droit de le vendre partout dans le monde. Bien que l'entreprise Ghost Robotics ne développe pas elle-même d'armes, elle accepte d'intégrer un fusil à son robot terrestre. Le gouvernement américain nous a permis de nous développer. Il a donc le droit de demander ce qu'il veut. Nous, on ne peut pas prendre ce genre de décision. C'est pourquoi on va se tourner vers les décideurs politiques et la législation qui dictent la manière dont ces technologies peuvent et doivent être utilisées. À quelques minutes en voiture de Ghost Robotics, se trouve le Pennsylvania Convention Center, où en mai 2022 se tient la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation. C'est le grand rendez-vous annuel des acteurs de la branche. L'un des sujets phares de cette édition est la régulation des robots armés. Du point de vue des roboticiens, la régulation semble toujours être un processus extrêmement lent. Je pense que l'industrie robotique ne demande pas mieux qu'une réglementation qui lui donnera une certaine légitimité pour avancer. Une fois le cadre posé, ils pourront toujours se défendre si les choses tournent mal, en disant « Nous avons respecté toutes les conditions réglementaires ». Activistes, scientifiques et même certains représentants de l'industrie se montrent favorables à des réglementations. Pour eux, les négociations onusiennes sont un échec. The malicious use of AI systems for terrorist, criminal or state purposes could cause horrific levels of death and destruction, widespread trauma, and deep psychological damage on an unimaginable scale.
Entre 2017 et 2022, il y a eu quelques avancées. On a réussi à se mettre d'accord sur une série de principes directeurs pour une potentielle gestion de ces systèmes. Mais une fois ces principes posés, on en est resté là. Les États membres n'ont pas accepté de poursuivre le débat. Aujourd'hui, il n'existe aucun traité pour nous empêcher de développer ou d'utiliser ces technologies. Un certain nombre d'entreprises spécialisées dans la robotique cherchent à remédier elles-mêmes à l'absence de réglementation internationale. En octobre 2022, 6 d'entre elles publient une lettre ouverte dans laquelle elles s'engagent à ne pas militariser les robots qu'elles commercialisent, ni à aider d'autres à le faire. Parmi les signataires, un ancien camarade d'études d'Ajung Moon, Ryan Gariepi, directeur technique de l'entreprise canadienne de robotique, ClearPath. Beaucoup travaillent dans le secteur de la robotique parce qu'ils voient l'immense potentiel de cette technologie à aider les gens. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Faisons en sorte d'aider les populations à construire des maisons, à produire de la nourriture. Faisons tout ça. Le débat devrait être public. Pas une discussion à huis clos que j'aurais, par exemple, avec mon homologue de Boston Dynamics, où on se dirait « ça, ce n'est pas bien, ne le faisons pas », pour qu'ensuite une de ces entreprises revienne sur sa parole et le fasse quand même par appât du gain. Des vidéos de robots armés pouvant être construits moyennant quelques milliers d'euros seulement circulent déjà sur Internet. Souvent, il s'agit de robots du fabricant chinois Unitree qui ont été armés a posteriori. Le risque existe, et ça s'est déjà produit. Vous savez, ces 6 entreprises de robotique sont parmi les plus avancées au monde. On se doute bien de ce que les gens font ou peuvent faire avec nos robots. Mais ce n'est pas la même chose si c'est fait par des gens qui bricolent dans leur garage que si ça sort de nos chaînes de montage. Les méthodes de fabrication modernes sont extrêmement performantes. On ne parle pas de millions, mais de centaines de millions, voire de milliards de robots déjà en service dans le monde. On n'a aucun contrôle sur ce que les gens font avec nos produits chez eux. Mais en tant qu'industriel, on peut au moins ne pas faciliter le détournement malveillant de nos produits. Certaines sociétés sont un peu plus enclines à armer leurs produits ou à soutenir les gens qui arment leurs produits. D'autres n'ont même aucun scrupule à fabriquer des systèmes d'armes létales complètement autonomes. Quoi qu'il en soit, ça reste un sujet qu'il faut creuser. Nous n'avons rien contre l'idée de collaborer avec l'armée dans les domaines du sauvetage ou de la logistique autonome, par exemple. Il y a un vrai besoin de ces technologies dans ces domaines. Et je pense que le marché des robots tueurs n'est qu'un marché de niche. Je tiens à dire, parce que c'est très important, que le ministère de la Défense n'utilise pas l'IA exclusivement pour l'armement. D'ailleurs, les domaines qui concentrent le plus gros de nos efforts n'ont rien à voir avec l'armement. Parmi les domaines d'application importants de l'IA, il y a la prévention des catastrophes. À l'heure du réchauffement climatique, les interventions sont toujours plus nombreuses et complexes.
J'ai eu l'occasion de participer à une mission de lutte contre les incendies, un fléau qui touche particulièrement la Californie. Actuellement, pour savoir où déployer les pompiers, on va faire une reconnaissance du périmètre de l'incendie. Pour ça, il faut survoler la zone et relever manuellement les données sur une carte pour les retranscrire sur une autre carte une fois au sol. Ce procédé prend des heures entières. Et pendant ce temps, l'incendie progresse. L'un des premiers projets sur lesquels on a travaillé consistait à faire voler un drone au-dessus de l'incendie. Cela nous évitait déjà d'exposer un pilote au risque de survoler un incendie, mais ce n'était pas le seul avantage. L'IA a cartographié automatiquement, en quelques minutes à peine, le périmètre de l'incendie et envoyé ces informations au sol pour qu'on puisse déployer nos ressources beaucoup plus facilement, rapidement et efficacement. Cette technologie est omniprésente au ministère de la Défense. Dans le domaine de la guerre, certes, mais pas seulement. Dans beaucoup d'autres domaines aussi. L'un des arguments en faveur du développement de cette technologie est que dans certains cas, elle peut rendre la guerre elle-même plus humaine. Si par exemple on arrive à mettre au point un système capable d'être plus précis qu'un humain, on pourrait réduire considérablement le taux de pertes civiles. On pourrait aussi développer un système plus fiable qu'un humain, capable de prendre des décisions très rapidement en traitant des données provenant de multiples capteurs. Je pense que c'est de l'ordre du faisable. Ukraine, juin 2023. Le conflit dure depuis plus de 460 jours. Une contre-offensive est en cours, mais elle reste bloquée dans les champs de mines des Russes. Les chars ukrainiens y sont des cibles faciles pour l'artillerie, les hélicoptères et les drones kamikazes. Malgré des armes occidentales de haute technologie, tout semble se dérouler ni plus ni moins comme avant. Des gens meurent, des gens tuent, et les machines les aident. Les guerres resteront toujours sales. C'était le grand espoir des 20 dernières années, que la guerre puisse devenir plus propre, grâce au recours à des systèmes d'armement de précision, possiblement équipés d'une certaine intelligence. Mais quand on regarde ce que les soldats subissent sur place, on voit que la guerre n'a pas changé. Ce dont beaucoup de gens ont pris conscience, et particulièrement en ce moment avec la guerre en Ukraine, c'est que la modernisation de la guerre avait beau présenter des avantages pour l'un ou l'autre camp, selon qui avait pu se munir des dernières technologies, au bout du compte, la guerre reste sale. On meurt et on souffre tout autant qu'il y a des siècles. En substance, malgré tout ce qu'elle a pu promettre, l'IA n'a pas changé la guerre. Des systèmes intelligents, capables de recouper les informations et les données des capteurs plus efficacement, il y en a déjà en Ukraine. Et jusque-là, ils n'ont fait qu'accélérer la tuerie. Parmi eux, le logiciel de l'entreprise américaine Palantir. AIP unleashes the power of large language models and cutting-edge AI for defense and military organizations. LLMs and algorithms must be controlled. L'idée, c'est d'avoir un tableau de la situation plus ou moins en temps réel, grâce à des capteurs qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être un satellite qui génère une image. Ça peut être un enregistrement fait par un smartphone. Et quand l'IA reconnaît ces données, les recoupe et les analyse, alors elle peut assez rapidement générer un tableau de la situation. Et c'est à partir de ce tableau qu'on va décider ou non d'utiliser un système d'armement. Our role in Ukraine has been widely discussed. Won't say that much about it, but the old way of targeting where you don't use, where algorithms aren't used is clearly a failure. If you go into battle with old school technology, even if you're spending $65 billion a year and you're highly accomplished warfighters like Russia, and you have an adversary that knows how to install and implement digitalized targeting and AI, you obviously are at a massive disadvantage. Les logiciels de ciblage permettant de localiser et de viser des cibles sont de puissants outils. Mais les algorithmes nécessaires sont extrêmement complexes et difficiles à entraîner, car ils doivent suivre d'innombrables règles,
militaire, éthique et relative au droit international. Pour prendre une décision sur le terrain, on obéit à des règles, mais aussi à des principes. Le principe de proportionnalité, de discernement, le principe général d'humanité qui nous incite à pardonner ou à avoir pitié. Une machine a-t-elle la capacité de faire ça? Elle n'est pas douée de raison. Elle évalue les situations comme peut le faire un circuit intégré. Elle va tirer sur la cible jusqu'à ce qu'elle l'ait anéantie. Pour éviter que la machine ne fasse des erreurs catastrophiques, un être humain doit toujours avoir le dernier mot. La responsabilité de tuer ou de laisser en vie lui revient. L'IA doit se limiter à aider les militaires à repérer leurs cibles. On reproche souvent à l'intelligence artificielle moderne l'extrême difficulté que l'on a à comprendre comment elle en arrive à telle ou telle décision. Quand on conçoit ces systèmes, on doit s'assurer que les humains puissent comprendre ce qui se passe, comprendre le contexte dans lequel l'arme est déployée et avoir la possibilité d'intervenir au besoin. Le processus doit se faire à l'échelle du temps humain, de manière que cela ait un sens pour nous. On ne peut pas se contenter de dire « à tout moment, une personne humaine doit être là pour prendre la décision finale ». Quand l'idée est précisément d'avoir une machine autonome ou de recourir à l'intelligence artificielle pour aller plus vite, c'est un peu absurde que quelqu'un soit présent pour dire oui ou non, parce qu'alors on perd de la vitesse. D'autre part, quand l'ordinateur a déjà tout fait et qu'en fin de processus il dit à l'humain « Voilà ta cible, veux-tu l'attaquer ?» On n'est plus du tout dans le meaningful human control. Le contrôle humain perd tout son sens, car l'humain n'est pas en mesure d'évaluer les informations que lui fournit l'ordinateur. Comment l'humain peut-il remettre en question les conclusions d'une IA sans savoir comment elle en est arrivée à ces conclusions ? L'humain est-il en passe de n'être plus qu'un rouage d'une machine à tuer autonome? Va-t-il perdre toute capacité à contrôler la machine, à s'opposer à ses décisions? Il semble crucial de développer un mécanisme de protection. Sans cela, les conséquences seraient désastreuses. Je ne me dis pas qu'on se dirige vers un scénario à la Terminator. J'ai suffisamment de soucis avec les humains pour me préoccuper de science-fiction. Et mes préoccupations n'ont rien à voir avec une super-intelligence artificielle aux intentions malveillantes. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce que je crains, ce sont plutôt les flash wars, les guerres éclairs. Le concept de guerre éclair vient du domaine boursier, où on parle de krach éclair quand un marché, dans lequel interviennent de nombreux algorithmes, s'effondre brutalement à cause d'un événement imprévu. L'idée derrière le concept de Flash Wars, c'est qu'à l'avenir, si des États employaient des systèmes d'armement très autonomes, donc où le contrôle humain est très réduit, on pourrait se retrouver dans une situation où les systèmes d'armement des divers pays interréagiraient et déclencheraient une guerre ou un conflit militaire qu'on ne voulait pas déclencher. Flash Wars, la perte de contrôle totale. Des guerres d'une vitesse foudroyante. Un scénario cauchemardesque dont nous devons à tout prix empêcher qu'il se réalise. Les risques que comporte l'évolution technologique n'échappent pas aux grandes puissances. Mais l'escalade des tensions pourrait faire monter d'un cran le niveau de danger, au niveau nucléaire. Actuellement, nous n'avons pour ainsi dire aucun système où l'homme n'a pas son mot à dire. Je dis pour ainsi dire parce qu'en réalité, il existe des systèmes qui ont été développés pour le cas où l'homme ne pourrait plus exercer ce contrôle, à la suite d'une attaque nucléaire par exemple, et ce depuis plus longtemps qu'on ne l'imagine.
Les Russes ont mis au point le système Perimeter. L'idée était que si les Américains utilisaient l'arme nucléaire contre eux, même dans le cas où l'ensemble de la population russe serait anéantie, le système pourrait déclencher de lui-même une contre-attaque. Ce mécanisme de riposte autonome, surnommé Dead Hand ou main morte, remonte à l'Union soviétique et serait encore pleinement fonctionnel. Or, la menace nucléaire ne fait que s'aggraver avec les nouveaux systèmes d'IA. Par exemple, on peut imaginer que l'IA, combinée à des systèmes de détection perfectionnés, pourrait potentiellement rendre les océans transparents. Cela pourrait remettre en question les stratégies de dissuasion nucléaire, car certains pays ont caché des armes nucléaires dans des sous-marins pour s'assurer une capacité de riposte. Or, si les océans devenaient transparents, cela sonnerait le glas de ces cachettes, et donc de cette crainte qu'inspire la capacité de riposte potentielle des divers pays. Et cela porterait grièvement atteinte à la doctrine militaire défensive sur laquelle repose notre système politique de sécurité actuel. Sans équilibre de la terreur, l'utilisation d'armes nucléaires redevient envisageable. On est face à un dilemme. D'un côté, il y a la course à l'armement. Si les autres possèdent un système supérieur au nôtre, on ne veut pas rester en rade. Alors on fait tout pour les égaler, voire les surpasser. Et on se retrouve dans une spirale infernale dont il est très difficile de ressortir. De l'autre, il y a la raison. Il n'y a que l'entendement humain qui puisse dire « Stop, attention, on est en train de développer des choses qu'on ne contrôle plus ». Pendant le projet Manhattan, à aucun moment les scientifiques n'ont dit, en tout cas pas officiellement, on est sur le point de créer quelque chose qui peut détruire le monde. Ce n'est qu'après le largage des bombes nucléaires qu'Oppenheimer a fait son autocritique, en se décrivant comme le destructeur des mondes. Le problème, c'est qu'on ignore quelle influence l'intelligence artificielle exercera dans les guerres, mais aussi dans la société de façon générale. L'IA est l'un de ces domaines de recherche auxquels il est impossible de renoncer. Parce que les bénéfices qu'on peut en tirer sont énormes. Ou on coexiste, ou on s'extermine. Je ne sais pas s'il existe des scénarios intermédiaires. Des chercheurs ont développé des choses extrêmement dangereuses, comme la bombe atomique. Si on ne s'est pas arrêté devant une invention qui, objectivement, peut anéantir l'humanité entière en quelques heures, je crois qu'on ne s'arrêtera devant rien. Il y a des situations où tout le monde a une part de responsabilité. Mais affirmer ça, c'est dire aussi qu'aucun être humain ne peut être tenu comme seul responsable. Quand il s'agit de systèmes d'armement, je pense qu'il n'y a pas un responsable. D'un point de vue plus pratique, on devrait avoir une sorte de boussole morale qui fait que l'on ne concevrait et développerait des choses que de manière responsable. Il faudrait aussi un leadership capable de diriger l'élan qui va de la base vers le sommet, dans telle ou telle direction, en disant « Vous savez quoi ? On va dire qu'on est responsable de cette décision que l'on prend collectivement pour pouvoir nous engager tous ensemble dans la bonne direction. »